Après avoir passé une partie de sa vie politique au sein de l'Union démocratique du Cameroun, il va partir en 2020 pour voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, il est le président de l'Alliance des forces progressistes. Je vais l'appeler le président Cyril Sambaka. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Il nous fait l'honneur de nous recevoir dans son humble demeure. Bonsoir, président. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous d'être ici ce soir. C'est un réel plaisir de vous avoir ici chez moi. Alors, président, comment trouvez-vous l'actualité du Cameroun tous ces derniers jours? Je dois dire que, comme tout le monde l'a constaté, le Cameroun est un pays bien curieux. Bien curieux parce que la résilience qui est dans la bouche, qui est le maître mot de tout le monde, nous posons des questions. Cette résilience-là, est-ce que nous sommes partis pour être les champions du monde? Parce que quand on observe bien notre pays, on se rend compte qu'à tous les étages, il y a des problèmes. Il y a des crises partout, elles sont multidimensionnelles, des crises qui n'en finissent plus. Donc, ce que nous pensons, c'est que nous sommes sur le mauvais chemin. Nous sommes tous sur le mauvais chemin. Alors, on ne va pas ancrer dans votre passé politique lointain, mais si vous le permettez, on restera dans votre passé récent. Alors, est-ce qu'il vous arrive souvent d'échanger avec l'actuel patron de l'UDC, l'honorable Thomas Ndambuer? Avec elle spécifiquement, non. Mais avec les autres cadres du parti, on a l'occasion de se voir. Parfois dans des réjouissances, parfois dans des journées tristes. On se voit. Je crois que l'Union démocratique du Cameroun, j'ai commencé la politique là-bas, oui, dans les années 90-91. Donc, j'ai cheminé là-bas à tous les étages. Donc, j'ai été dans les comités de quartier, président de comité de quartier, d'arrondissement, de département, de région, du comité national. J'ai été à la communication, j'ai été secrétaire national à l'implantation, j'ai été 3e vice-président, j'ai été 2e vice-président, et pendant 10 ans, pratiquement, j'ai été 1er vice-président. Ça, il faut vous le reconnaître, c'est un cheminement très élogieux. Moi, je dois dire que c'est un cheminement militant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je peux dire aujourd'hui avec fierté qu'on adhère à un parti politique pour l'idéologie, mais il faut déjà l'appliquer. Il faut en faire son affaire, il faut comprendre, il faut avoir des approches, il faut être même inventif. Parce qu'à partir du moment où on te met sur le chemin, il reste à toi de développer, de voir comment faire pour atteindre les objectifs. Donc je dois dire que beaucoup de réflexions pendant une trentaine d'années, oui, au sein de l'Union démocratique du Cameroun. Et surtout aux côtés de regretter mémoire, Dr. Évidemment, c'était le mentor. Bon, quand vous entriez à l'UDC en 90, vous trouviez déjà beaucoup de choses. Vous savez que c'est lui le père fondateur de l'éthique. Oui. L'éthique, aujourd'hui, on voit comment est-ce que c'est nécessaire, comment est-ce que c'est d'actualité. Oui. Mais si vous revenez plus de 30 ans en arrière, vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, il avait déjà perçu qu'il y avait un problème d'éthique. Mais l'éthique, il ne faut pas le proclamer. Il faut le vivre, il faut l'assumer. C'est ça qui est important. Et qu'aujourd'hui, il y a un grand fossé. Voilà. Et je pense qu'en politique, il faut être constant. Hein. Il ne faut pas aller à gauche, aller à droite sans être constant. Vous pouvez aller à gauche, aller à droite parce que les navires, vous pouvez les changer. Mais il faut être constant. Il faut être dynamique dans la façon de faire des choses et dans la vision. Bon, moi, je pense que ça échappe beaucoup aux hommes politiques camerounais, aux militants. Ça leur échappe parce qu'on a tout focalisé sur la discipline du parti. Or, la discipline du parti, c'est une sorte de dictature où celui qui est au-dessus peut prendre des décisions, vous ne dites rien, hein, mais ma foi, l'idéologie, hein, le programme politique, la vision, c'est ça qui doit fondamentalement être retenu en politique. Comment est-ce que vous allez vous organiser à l'intérieur, c'est le règlement, mais on ne peut pas faire du statut ou du règlement intérieur une vision, ce n'est pas une vision, c'est des mécanismes de fonctionnement. Oui. Donc, on ne peut pas parler de discipline du parti quand on a pris la peine d'apprendre d'abord et d'avoir une idéologie, une vision et travailler de manière constante à atteindre ses objectifs. Donc, je crois que si on faisait la politique comme ça,
on avancerait. Alors aujourd'hui, vous êtes leader d'une nouvelle formation politique, notamment l'AFP. Est-ce que vous n'avez parfois le sentiment qu'au sein de l'UDC, on regrette votre démission? Oh, ça, je ne sais pas. Il y aura toujours des gens qui vont le regretter. Ça, c'est évident, parce qu'après avoir passé 30 ans dans une maison, après avoir gravi tous les échelons, après avoir été aux côtés du mentor pendant toutes ces années, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu un capital de sympathie. Je peux vous dire que dans le Noun, par exemple, au plus profond du Noun, tout le monde me connaît. Oui. Tout le monde me connaît, mais on ne me connaît pas comme quelqu'un de mauvais, on me connaît comme quelqu'un d'intègre, comme quelqu'un qui a compris, n'est-ce pas, où est-ce qu'on voulait aller avec l'éthique, où est-ce qu'on voulait aller avec l'homme au centre de tout, le Cameroun. Politique. Oui, le Cameroun par nous tous, pour nous tous, n'est-ce pas? Donc, une certaine idéologie qui nous mettait fondamentalement au service des peuples, la recherche du droit au bonheur. Il y a pas mal de choses qui doivent caractériser un homme politique et les hommes politiques. Mais je pense que ça, c'est très important. Mais dans le cas d'espèce, je dois dire que vous m'avez posé une question et je dois vous dire que c'est très, très difficile pour un homme politique comme moi d'accepter le Cameroun tel qu'il est. Parce que la corruption est à tous les niveaux. Nous, quand on était jeunes, on vous donnait 1000 francs pour aller dans les shops acheter des choses, vous revenez avec la monnaie. Oui. Aujourd'hui, quand vous donnez 1000 francs, que ce soit à votre employé, que ce soit même à votre enfant, et tout, vous n'êtes pas sûr. À quoi est-ce que cela est dû, Président? Ben, cela est dû parce que le système de corruption nous gangrène. Vous savez, la gangrène, c'est quelque chose qui arrive doucement, après elle se m'installe. Donc, c'est ça la même chose. Mettre l'homme au pouvoir avec un système, ça fait que chaque année, vous avez de nouvelles recrues dans la corruption. Vous ne pouvez pas mettre 40 ans au pouvoir. On y arrivera très certainement au courant de cette émission. Alors, revenons toujours avec l'AFP, Monsieur le Président. Dites-nous, quel est cet acte remarquable que l'AFP a déjà pu poser sur le terrain depuis sa mise sur pied? Ben, je dois dire que l'AFP, il faut d'abord savoir que l'AFP est né, n'est-ce pas, à un certain moment, d'une dislocation avec le SDF. Oui. Ce sont les militants du SDF qui ont créé l'AFP, parmi lesquels celui dont le nom revient tout le temps, c'est le bâtonnier Benhamouna. Oui, il y a eu des autres, Maïdadi, il y a eu le professeur Epaka, oui, qui lui se retrouve à Lyon aujourd'hui. Donc, ils ont pensé. Et quand ils ont pensé, ils ont compris une chose. Aujourd'hui, l'AFP leur doit cela. Qu'il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. C'est comme ça qu'au niveau de l'AFP, il a été entendu et mis sur les documents, les statuts et tout, que vous êtes président à l'AFP pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois. Donc aujourd'hui, je suis le 4e président de l'AFP. Chose qui n'est pas le cas dans d'autres formations politiques. Oui, c'est-à-dire les fondamentaux, parce que nous pensons toujours que la politique, c'est le suivisme. C'est un homme qui vous plaît et puis c'est terminé. Non, c'est toute une construction. C'est tout un cheminement avec des ratés et avec des réajustements. C'est pour cette raison qu'on va à des conventions. Parce qu'on a le temps de faire le diagnostic de ce qui s'est passé lors de la dernière convention et on va à la prochaine. Et parfois, il faut des intermédiaires, des conventions extraordinaires. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est important. Oui. L'AFP évolue pourquoi? Et l'AFP évolue parce que il y a ce mécanisme-là, et puis il y a la réflexion. Il y a la réflexion parce qu'on ne doit pas être statique. On évolue. Nous pensons à l'AFP, par exemple, que ce qui manque au Cameroun aujourd'hui, c'est les leaders locaux. Parce qu'on a tout focalisé sur le leader national. Vous voyez? Or, le Cameroun va vers le fédéralisme que l'AFP prône, ou à la décentralisation, une vraie décentralisation, et cela nécessite des leaders locaux. Donc, vous voyez, nous voulons travailler vers l'émergence des leaders locaux. Parce que quand vous êtes maire d'une commune, oui, c'est un peu comme si vous étiez président de cette commune. Vous voyez, c'est presque la même chose. Vous devez penser, vous devez travailler
avec les populations de ces communes, connaître leurs problèmes au quotidien et y trouver des solutions. Mais aujourd'hui, on vous dit, on a fait la décentralisation, on n'a fait aucune décentralisation. Dites-moi un peu, on vous dit, la loi permet aux maires d'aller chercher des fonds, même à l'international. Oui. Mais vous connaissez une société qui, ma foi, financière, qui peut donner des fonds sans bilan, sans voir la rentabilité de l'entreprise. Donc la commune doit être gérée comme une entreprise. Est-ce que nos communes sont gérées comme des entreprises? Est-ce que nous pouvons sortir un bilan bancable? Est-ce que nous pouvons le faire? Nous ne pouvons pas le faire. Donc il faut créer les conditions. Et pour créer ces conditions, il faut que le minimum des 15% arrive dans les collectivités décentralisées. Parce que logiquement, ça devrait être 40%. Mais comment on peut créer des conditions pour que les communes soient véritablement opérationnelles? Est-ce que parfois le problème n'est pas au niveau des personnes qui devraient représenter cette décentralisation? Il faut une volonté. Il faut une volonté. Regardez comment ça a mis long. Moi, je peux vous dire, parce que j'étais à la réunion tripartite, quand tout ça s'est arrangé. Oui. Et je peux vous dire que le représentant dans les discussions qui représentait donc l'opposition camerounaise face au gouvernement et à la société civile, c'était Adamou Ndamjoya. Donc, il y avait un laboratoire de préparation de ces choses. Moi-même, j'ai été intermédiaire entre la zone anglophone et la zone francophone quand le docteur Adamou Ndamjoya, avec les gens comme les Molan Joli Toumbe, était en train de travailler sur le contenu du fédéralisme, le nouveau fédéralisme. Parce qu'il s'agissait de cela. Parce qu'eux, ils avaient accepté à l'époque de partager avec le côté francophone ce qui est positif dans le fédéralisme. Justement, et dans la manière dont ils ont géré. Justement, vous abordez là un pan de notre émission. Nous allons avancer. Maintenant, Président, il est de notoriété publique au Cameroun qu'il y a les partis politiques de proposition et les partis politiques d'opposition. Alors, de quel côté se range l'AFP? Non, l'AFP ne se range dans aucun côté. L'AFP est réaliste, vous comprenez? Oui. C'est parce que nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes que nous travaillons sur les slogans. Moi, les slogans, ce n'est pas tellement notre affaire à l'AFP, hein, puisque nous avons le nôtre, n'est-ce oui. pas? Donc, on n'a pas à inventer de nouveaux slogans. L'être humain au centre de tout, et nous travaillons d'abord pour le peuple avant tout. Donc, nous sommes là comme parti politique parce que nous avons une mission pour le bien-être des populations, pour le droit au bonheur. Donc, ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Vous ne conquérez pas le pouvoir. La conquête du pouvoir, c'est cela. La conquête du pouvoir, ce n'est pas pour s'accrocher au pouvoir comme on le fait depuis 40 ans. La conquête du pouvoir, c'est pour avoir un bilan positif, n'est-ce pas, qui puisse permettre au peuple de sentir qu'ils ont retrouvé leur droit au bonheur. Ou alors ils sont en pleine mutation, n'est-ce pas, et d'émancipation. Et qu'ils sortent de la politique d'esclavagiste, c'est-à-dire des populations, pour une politique où on a des peuples, où on a des citoyens. C'est ce que l'AFP essaye de travailler. Et maintenant, avec les leaders locaux, l'émergence des leaders locaux, les choses doivent pouvoir aller mieux. Parfois, on se dit, quand on regarde comment est-ce que le Cameroun fonctionne, nous avons compris que les partis politiques ne peuvent pas résoudre le problème de ce pays. Non, c'est tous les Camerounais. Ah bon? Ah ben oui, les partis politiques sont là pour concourir avec leur programme. Mais les fondamentaux, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a au Cameroun? C'est ça la question d'aujourd'hui. Donc, l'AFP dit que nous avons besoin des historiens, nous avons besoin des anthropologues, on s'entretue là alors qu'on est un seul peuple. Je vais vous poser une question. Ça veut dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, tous ces représentants nationaux ne peuvent réellement rien faire pour pouvoir sortir le Cameroun de tous ces problèmes. C'est pas possible, puisqu'ils héritent d'un schéma colonial. Il faut rebâtir le Cameroun, c'est de ça qu'il s'agit, et il y a les intelligences pour ça. C'est pour ça que je dis que les partis politiques ne peuvent pas, à eux seuls, non. Ça, c'est terminé, ça. Si nous voulons évoluer, émerger, nous devons repenser le Cameroun. Et pour repenser le Cameroun, ce n'est pas les hommes politiques seuls, c'est tout le monde. Sauf que lorsque vous parlez d'intellectuels, on se pose bien la question de savoir de quel type d'intellectuel il s'agit. Ben, vous savez, hein, la société est faite de segments. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons le social, nous avons tout cela. Et quand vous regardez comment nous fonctionnons,
quand vous regardez comment est-ce que à l'extérieur, on nous traite de riches mendiants, ça vous fait mal. Nous sommes des riches mendiants. Regardez votre pays. Même 1 milliard, il faut prendre ça à l'extérieur. Donc nous n'avons rien, nous n'avons aucune possibilité au Cameroun. Et nous sommes riches. Nous sommes riches de quoi? Nous sommes riches de nos sous-sols. Nous sommes riches de nos hommes. Qu'est-ce qu'on en fait? Quand est-ce que les Camerounais se sont assis sur une table ronde, comme le disait Lumumba? C'est-à-dire que nos gouvernants préfèrent conserver ce qu'ils ont. Non, c'est la suite du néocolonialisme. C'est le colon blanc qui est parti en laissant un colon noir. Or, le colon, lui, il est fait pour coloniser, pour mater les populations, pas pour les émanciper. Donc, à partir de ce moment-là, 60 ans après les indépendances, si vous faites le bilan, vous croyez que c'est votre idée qui va venir se mettre greffée à ce système et vous allez vous en sortir? Non. Il faut le repenser. Et les Camerounais, 60 ans après, ils sont partout dans le monde, à la pointe de tout. Ça veut dire que si nous voulons repenser notre système éducatif, nous aurons de la matière. Si nous voulons repenser notre système de santé, nous aurons de la matière, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut un Cameroun pensé et bâti par les Camerounais. Pas un héritage qui ne nous sied pas parce que anthropologiquement, il y a des contrastes. Donc il faut savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous voulons aller. Donc vous voyez que ce carrefour de 2025 qu'on annonce est un carrefour très important où il ne s'agit pas de gagner les élections. Mais plutôt de faire une transition. De faire une transition. Absolument. Transition idéologique. Transition, ça veut dire, en d'autres termes, que nous devons nous... Regardez, je vais vous donner un exemple. Oui. En 2004, nous avons fait le tour du Cameroun. L'opposition était unie. Nous avons fait un programme minimum commun de 3 ans. Et dans ce programme minimum commun, il était question qu'on remette tout à plat et que, inspiré des résolutions de la tripartite que le gouvernement ne voulait pas appliquer, que l'on puisse donc mettre tout ça en place avant d'aller vers les élections 3 ans après. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que quand il faut d'abord que je vous explique que celui qui devait représenter l'opposition pour 3 ans. Et il ne devait plus se représenter. Parce qu'il fallait mettre les réformes en place et il fallait être neutre. Et s'il était un responsable d'un parti politique, ce parti politique n'avait pas de droit, n'est-ce pas, à être dans le gouvernement d'union. Vous voyez, ça avait été pensé. Mais à la dernière minute, ce qui s'est passé, c'est que le SDF a décidé que, du moins, pas le SDF, puisque le SDF était dans la commission de choix. Mais on s'est aperçu que le chairman avait déjà déposé son dossier avant même qu'on ait choisi, n'est-ce pas, celui qui devait représenter l'opposition. Et celui-là, c'était Adamou Ndamjoya. On avait estimé que pour faire les réformes, pour mettre de l'éthique, pour changer de mentalité, il avait travaillé toute sa vie pour cela. Et on lui devait cela. Et nous qui étions à côté de lui, on avait accepté qu'on ne sera pas dans le gouvernement. On avait accepté. On ne sera pas dans le gouvernement, mais on sera là pour les réformes. Donc ça a échoué en 2004. Et depuis, c'est le désordre. Parce que moi, je n'ai jamais vu un pays où on ne fait pas le bilan. Où on ne voit pas d'où on est parti en 90, où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en 90, 91, 92, on se réunissait. Est-ce que vous n'estimez pas que les Camerounais méritent les dirigeants? Non, moi je dois dire que ce qui est grave, c'est la corruption. Parce que voyez-vous, nous pouvons être là en train de discuter, nous sommes à 5. Je peux vous parier que sur les 5, on arrivera toujours à corrompre 2 ou 3. Et dès qu'on a corrompu, ce n'est pas pour cacher. Donc le peuple, lui, qui voit ça, va être découragé. C'est pour cette raison que je vous dis que la solution du Cameroun, à travers tout ce que je vous ai dit, c'est l'émergence des leaders locaux. Il faut que les maires soient proches des populations et que les populations les choisissent, les contrôlent, les sanctionnent. Ça commence là, à la base, à la racine. Parce que quand on est déjà président de la République, ben on n'a que des gens qui se couchent et vous marchez dessus.
Parce qu'on a besoin d'un brin de pouvoir. Là, vous voyez, c'est pas ça l'avenir d'un pays. C'est pas ça être vertueux. C'est pas ça qu'on demande aux hommes politiques. Parce que le jour où on va commencer à faire la politique au Cameroun, je peux vous jurer qu'il n'y aura pas beaucoup de partis politiques. Il n'y aura pas beaucoup de partis politiques parce que les gens... Et on rappelle qu'on a au moins 300 partis politiques au Cameroun. Oui, mais tout simplement parce qu'on va à la mangeoire. On va à la mangeoire, on essaie de négocier. Et au point où ceux qui nous gouvernent se disent que tout le monde est corruptible, c'est les prix qui diffèrent. Il faut créer des partis politiques satellitaires. Dès que les populations vont se muter, vont connaître cette mue pour devenir des citoyens, pour devenir un peuple, les hommes politiques feront attention. Parce que l'homme politique est comme le curé. L'homme politique est comme le pasteur. Il se donne pour les gens. Mais si il utilise les gens pour être ce qu'il est, il n'est plus un homme politique. Ça ne veut pas dire que l'homme politique doit croupir sous la misère. Non. Ça veut tout simplement dire que son métier, c'est de voir comment faire pour transformer la société en une société où tout le monde respire, où tout le monde se sent solidaire, où tout le monde a l'impression qu'il est pris en compte. D'accord. Nous allons briller maintenant avec la situation sociopolitique précaire au Cameroun. Il n'y a que le 13 juillet dernier, le pseudo-général Fimacha a été tué. Et cette journée-là, il a été brandi, promené dans la ville de Santa par le Bible. Oui. Alors, quel est le sentiment que vous avez après une telle annonce? Le sentiment que quelque chose a évolué. Parce que ce sont des gens qui se passaient déjà pour des mythes. Vous comprenez? Oui. Et les populations elles-mêmes souffraient de leurs exactions. À la différence de nos nationalistes, qui étaient les Oumiobe et autres, et oui, que les colons essayaient de transformer en maquisards. Vous voyez, oui, ils luttaient pour l'indépendance du Cameroun. Ceux-là, les Marshals, ne luttaient pas pour une indépendance. Ils profitaient d'une situation de crise pour mettre la terreur et pour tuer. Et Dieu seul sait de quelle manière. Donc, le balader, c'est un peu demander aux populations, vous serez apaisés, parce que celui qui terrorisait, qui tuait à tout bout de champ, n'est plus, voilà son corps. C'est donc crier aux violations du droit de l'homme. Le fait qu'on ait baladé, promener son corps sans vie dans la ville, il y a pas, certains pensent qu'il y a pas de respect pour sa dépouille et des choses pareilles. Je ne dirais pas que en période de guerre, les droits de l'homme ne doivent pas être respectés. Mais ce que je dois dire, c'est que ces gens-là se sont proclamés eux-mêmes morts, et ils ont ressuscité, etc., etc. Et que le fait de mettre son corps à la disposition des populations, c'est aussi une stratégie pour que cet endroit retrouve un peu de paix. Vous voyez, parce qu'il était une terreur pour les populations. Oui. Il était une terreur pour nos forces armées. Donc, son élimination, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on le disait, mais il fallait que cette fois, que les populations se rassurent que c'est bien lui, Fimacha, qui est parti. Comme qui dirait cette fois-ci, il est vraiment mort d'une vraie mort. Ce qui n'a rien à voir avec la crise qu'il y a dans le Nozo. Hein. Parce que les bandits viennent s'introduire dedans, se faire de l'argent, mais la crise, elle, reste intacte et il faut y trouver des solutions. C'est même d'ailleurs la raison. Parce que si vous mélangez tout, oui, on a l'impression que vous êtes un patriote qui n'aime pas vous n'êtes pas un patriote. Mais un patriote, c'est celui qui aime son pays, qui sait que quand il y a une crise politique, il faut trouver une solution. Et on a l'inspiration des gens comme les Mandela, l'inspiration comme celui de RDC, Lumumba. Patrice Lumumba, qu'est-ce que Patrice Lumumba nous a dit? Patrice Lumumba a dit qu'il viendra un jour quand les Africains écriront leur propre histoire. Ce sera une histoire de gloire.
ce sera une histoire de fierté. Écrivons notre histoire. Pourquoi nous n'écrivons pas notre histoire? Le moment est venu d'écrire notre histoire. Vous vous rendez compte qu'après 60 ans après les indépendances, nous nous retrouvons dans un pays comme celui-ci, le Cameroun, riche, sur qui l'Afrique compte. Mais nous n'arrivons pas à décoller. Tout simplement parce que nous utilisons des schémas qui ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'il nous manque des ressources humaines pour penser un nouveau Cameroun? La question va revenir, va tourner. Ça veut dire que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté, puisque nous sommes arrivés en 90, on nous a dit multipartisme, démocratie. Mais nous étions à un carrefour en 90. Quel est le chemin que nous avons pris? Nous avons pris le chemin de gauche. Nous avons commencé à nous bagarrer dedans. Mais dès qu'on a aperçu la plaque qui était devant la porte, c'était marqué en fer. Ça veut dire que le paradis était à droite. Alors, doit-on dire qu'avec cette mort, il y aura une lueur d'espoir pour la fin de cette crise dans les zones anglophones au Cameroun? On ne peut pas le dire parce qu'il n'est pas le seul bandit. On peut tout simplement dire que c'est un processus. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de leaders séparatistes, mais de badauds. Non, moi je pense que ce sont des terroristes. Parce que les revendications sont d'ordre politique. Oui. Même si les gens ont pris des armes, la manière dont ils utilisent ces armes les disqualifie, n'est-ce pas, aux yeux de tout le monde. Oui. Parce que ce qu'ils font, c'est beaucoup plus de la lâcheté et ils s'en prennent aux populations. Donc quand vous vous en prenez aux populations, que vous êtes censé diriger demain, comment vous allez faire si vous gagnez même cette guerre? Vous voyez? Donc il y a un problème. Mais le vrai problème, c'est celui de l'incapacité à notre gouvernement de résoudre cette crise politique. Parce que c'est une crise politique et nous savons tous que c'est impossible. Puisque nous parlons tout à l'heure de volonté. Qu'il y ait deux pays, c'est impossible. Nous parlions tout à l'heure de volonté et vous dites que le gouvernement camerounais est incapable de résoudre ce problème. Est-ce qu'il ne serait pas temps de répondre favorablement à la demande des leaders de cette partie du pays qui réclament le fédéralisme? Alors, il faudrait maintenant chercher à savoir de quel fédéralisme est-ce qu'il s'agit. Mais je vous ai expliqué que l'AFP est pour le fédéralisme. Ce n'est pas eux. Et je vous ai expliqué encore que quand nous sommes arrivés à la réunion tripartite en 91, après tous les débats, les discussions et tout, on est arrivé au fédéralisme des régions. Oui. Fédéralisme des régions, c'est-à-dire que ce qu'il fallait maintenant, c'était mettre un contenu. Parce que le fédéralisme de deux États avait été écarté. Oui. Mais il fallait un fédéralisme des régions parce que la question fondamentale qu'on s'était posée, c'était pourquoi eux, ils veulent le fédéralisme? Point d'interrogation. La réponse était simple. Mais quand on avait le fédéralisme, on gérait nos affaires localement. Et on était bien. La réponse est arrivée. Alors nous, on leur a dit, mais puisque c'était bien, nous-mêmes, on se rend compte que c'était bien, au point de revendiquer de ce genre. Alors, il faut partager tout ce qui était bien chez vous. C'était bien la gestion locale. Nous, on décrétait les maires, les officiers d'état civil, etc., pendant très longtemps. Donc, l'exemple du Nozo était un bon exemple à partager pour tout le Cameroun. C'est pour ça qu'on sort donc du fédéralisme des États pour proposer le fédéralisme des régions. Voilà ce qui avait été fait au niveau de la tripartite. Malheureusement, le pouvoir en place n'a pas respecté. Il n'a pas convoqué la tripartite 2, il est parti directement aux élections. Et nous, on n'est pas parti à ces élections parce qu'on attendait la tripartite 2. Et malheureusement, les choses ont tourné en rond. Et vous voyez que quand la Constitution est arrivée en 1996, les rédacteurs de la tripartite ne se sont pas reconnus dedans. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées. Et puis maintenant, la décentralisation, 28 ans après, n'est toujours pas implémentée. Est-ce qu'il ne faut pas dire que le grand dialogue national qui a eu lieu récemment est la sœur cadette de la tripartite qui a eu lieu? Non, elle n'est pas la sœur, elle est aux antipodes, s'il vous plaît. Elle est aux antipodes. Et ce qui est grave, c'est que ceux qui arrivent en politique et qui n'ont pas été en 91 pour voir comment est-ce que l'opposition travaillait à cette époque et ce que l'opposition proposait, ont peut-être pensé qu'il y avait quelque chose à faire. Mais nous qui étions aux deux, je peux vous dire avec discernement
qu'il n'y avait pas match. Nous étions en 91 dans une situation où l'opposition est venue avec des revendications pour qu'ils assistent à la tripartite. Le gouvernement a refusé et l'opposition a dit, bon, nous allons dedans et nous allons revendiquer. Et je peux vous affirmer que les revendications de l'opposition dans la salle a été acceptées à 75%. On n'a pas pu réhabiliter les associations qui avaient été dissoutes parce qu'ils avaient porté plainte, etc. Mais dans le fond, ce qu'on recherchait, la conférence nationale souveraine, sans débat, déballage, je veux dire, a été fait. Nous avons obtenu quelque chose qui était impensable. Il y avait 2 points à l'ordre du jour et nous avons réussi à obtenir un 3e point à l'ordre du jour, la refonte constitutionnelle. Parce que vous ne pouvez pas devenir un pays où il y a le multipartisme, la démocratie, si vous ne refaites pas votre constitution. Donc la refonte constitutionnelle a été introduite, a été débattue, et on a mis une commission en place pour l'écriture, et convoqué donc une tripartite 2 avant d'aller au référendum. C'est ce que le président de la République a donc court-circuité en proclamant que ceux qui veulent aller aux élections, il y a 500 millions de francs, ils vont aux élections. Donc, vous avez, donc, à la tripartite, nous n'avons pas de recommandations. C'était des résolutions, avec un comité de suivi. Mais dès que nous sommes sortis de la tripartite, les journaux, les journalistes que vous êtes, n'étant pas suffisamment mûrs en politique, ont crié avec certains hommes politiques que c'était du n'importe quoi, c'était une trahison, c'était etc., etc. Mais, fondamentalement, les Camerounais se sont vus tromper. Pourquoi? Parce que l'une des conditions était la table ronde qui devait être faite à la chaîne nationale et qui a été faite. Mais poser la question maintenant, c'est le ministre Conchou qui était le président du conseil qui est venu retirer la bande et les Camerounais n'ont pas pu avoir cette table ronde pour expliquer au peuple ce qui avait été fait à la tripartite. Voilà l'histoire du Cameroun. Maintenant, vous croyez que vous allez changer ce pays quand vous ne savez pas ce qui s'est passé hier? Vous le pensez sérieusement? Il faut diagnostiquer. Il faut regarder là où vous avez fait des erreurs. Non, oui, il faut voir là où vous avez fait des erreurs et réajuster cela. Et projeter. C'est ça la politique, mais pas de dire que ceux qui étaient là en 91 ont échoué. Si vous dites qu'ils ont échoué, vous avez échoué 1000 fois plus qu'eux. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'annonçait déjà. Il y avait un accord. Est-ce que vous savez que les accords qu'on fait tiennent lieu de loi entre les 3 parties? C'était quelque chose de national. C'était une tripartite. Donc les accords de la tripartite, c'était des lois. Il fallait donc s'accrocher à ça, dire on ne va pas aux élections parce que la tripartite avait dit qu'il devait avoir une deuxième tripartite, etc., etc. Ça n'a pas été fait. Les gens sont allés prendre l'argent, ils sont allés aux élections. Et les populations ont été trompées parce que les journalistes n'étaient pas capés, n'est-ce pas, pour faire des vraies analyses politiques. Il y a un leader, que je ne veux pas citer, qui a dit que bon, les gens sont allés prendre l'argent à Yaoundé, tout ça là. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont apporté de manière alternative donc à cela? Rien. Le pouvoir, n'est-ce pas, a estimé que c'était du pain béni. Ils n'allaient pas appliquer ce pourquoi ils avaient signé. Parmi les personnes ayant pris de l'argent. Moi, je ne voudrais pas citer les noms parce que les gens aiment trop la polémique au Cameroun. Il y a eu des erreurs. Je vous dis que l'opposition camerounaise multiplie les erreurs depuis 90. Mais ils ne s'asseyent pas pour reconnaître ces erreurs et changer. Changer de façon de faire. Analyser. Aider ceux qui arrivent là à comprendre comment est-ce que les choses se sont passées. Parce que ça se passait mieux avant que maintenant. Aujourd'hui, on est surpris que l'opposition camerounaise ne se réunisse pas. Ce n'est pas les réunions que vous voyez là, en code électoral. Non, ce n'est pas de ça. L'opposition doit se réunir pour bâtir des stratégies, pour faire des programmes minimum communs. Peut-être c'est la raison pour laquelle à l'Assemblée nationale, il y a quelques partis politiques qui ont décidé de s'unir, question de réfléchir. Mais c'est pas quel est le travail de fond qu'ils font. Moi, je vous dis que l'opposition, telle que le peuple souffre là, telle que nous tous nous souffrons, nous avons besoin d'un nouveau Cameroun. Pour bâtir un nouveau Cameroun, vous croyez que c'est le code électoral qui va le faire? Il faut que les gens se mettent au travail. En 2004, nous avions un programme minimum commun que tous les partis avaient fait avec tous les experts. Il faut un programme minimum commun. Il faut une transition qui va asseoir dans ce nouveau Cameroun.
et les élections viendront. Mais la transition ne peut passer que par les élections. Mais il faut organiser les élections pour que l'opposition dans l'ensemble gagne et qu'il y ait une personne qui représente cette opposition qui va travailler avec l'opposition dans un gouvernement de transition. Et si au sein de l'opposition, il y a une crise de confiance? Quelle crise de confiance? Vous avez fait un programme minimum commun. Non, moi je suis content que vous me posiez cette question. Vous voyez? Parce qu'avant d'aller aux élections, tout est déjà là sur la table. Il y a le programme minimum commun. Le peuple est au courant que comme on est en train d'aller voter comme ça, voici ce qui va se passer. Nous aurons un leader qui va faire les réformes, toutes les réformes, avec un gouvernement d'union où il y aura tout le monde et on va mettre un calendrier électoral dès la 3e année. Et ce monsieur qui va conduire tout ce cheminement peut être d'un parti politique ou ne pas être d'un parti politique, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne sera plus candidat. Il va se sacrifier pour son pays. Voilà comment on fait. Et moi, je vous dis qu'en 2004, celui qui devait représenter l'opposition, non seulement il ne devait avoir personne dans le gouvernement, mais il ne devait plus se représenter. C'est comme ça qu'on bâtit quelque chose de solide. Parce que ce monsieur qui va se sentir capable de diriger le Cameroun va attendre. Il va attendre que la transition finisse. Il va continuer à implanter son parti. Et le moment où viendra où il y aura donc ces compétitions, et il va aller, il sera demain un président de la République légitime. C'est cette recherche. Parce que si on fait le contraire, on dit voilà celui qui est capable de battre ceux qui sont là. Tout le monde, et s'il ne respecte pas? Et s'il garde la même constitution? Ok. On va avancer. Il faut un programme minimum commun fait par tout le monde. Justement. Choisir un leader, qu'il soit d'un parti politique ou pas, qui va le représenter et faire un gouvernement d'union nationale. D'accord. On va avancer, Président. Au Cameroun, dans la rue, comme sur les réseaux sociaux, Oui. à écouter et à lire les uns et les autres, on est tout de suite tenté de croire qu'il y a un véritable malaise social. Alors, il y a ce véritable problème qui essaye de mettre les gens en mal, le prix du carburant qui risque de grimper. Oui. Ben, je pense que il faut être clair encore là-dessus. Hein. Oui. Tel que les choses sont présentées, il n'y a pas de risque de grimper. Il y a qu'on a une période où on va réussir à stabiliser, mais automatiquement, le prix du carburant va monter. Parce qu'on ne peut pas travailler avec le FMI et donner nos dictats au FMI. C'est le FMI qui donne ces dictats parce que nous sommes redevables. Quand on est redevable, on est soumis. Et vous savez qu'on a traversé 20 ans avec le FMI. Et pendant les 20 ans, dites-moi qu'est-ce qui a résisté? Tout s'est détruit. Rien ne s'est reconstruit. Même les outils qu'on avait sont devenus obsolètes. Quand vous regardez donc le bilan avec le FMI, vous comprenez tout de suite que le FMI n'est pas la solution. Mais quand vous entendez les économistes camerounais, vous comprenez on peut sortir de tout ça. On peut sortir de tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que si le FMI refuse de faire un prêt au Cameroun afin que celui-ci amortisse son économie, est-ce que les populations ne vont pas étouffer? C'est là où ça nécessite donc la transparence et la réflexion et une table ronde. Je peux vous affirmer qu'au jour d'aujourd'hui, si on prend les économistes camerounais, on met autour d'une table, on leur dit, vous êtes des patriotes, venez sauver votre pays, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, le FMI, c'est rien du tout. Le FMI, c'est rien du tout. Mais si le peuple est au courant de ce qui se fait en toute transparence, si le peuple voit comment l'État serre sa propre ceinture, n'est-ce pas? Les Camerounais vont serrer leur ceinture, mais parce qu'on leur a expliqué qu'on va traverser cette période pour sortir. Mais quand on est parti au FMI, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Que sorti du FMI, on sera bien. C'est ce qu'on avait dit. Mais on est sorti du FMI, est-ce qu'on est bien? Les autres pays en ont bénéficié, pas le Cameroun, parce que le Cameroun, lui,
il a eu l'effet entonnoir, c'est-à-dire que vous avez les possibilités de financement, Oui. mais vous n'avez pas de projet viable. Parce que nos projets étaient mal montés. Vous pensez qu'il n'y a pas de Camerounais qui savent monter des dossiers, des cabinets qui savent monter des dossiers, mais c'était mal monté parce que les fonctionnaires ont estimé que c'était encore leur chose et qu'ils devaient en profiter. Nous avons un problème ici, dans ce pays, les fonctionnaires. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas les mélanger tous. Il y en a qui sont bons, il y a d'autres qui sont mauvais. Ceux qui sont mauvais, ce sont très peu, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, cette histoire-là, du FMI, ce n'est pas une histoire où il faut mentir les populations. Oui. Que non, le pays est souverain. Quand on entre au FMI, on n'est plus souverain. Ça, c'est clair, il faut le savoir. Et nous l'avons vécu pendant 20 ans. Et on veut encore que nous, on explique ça aux gens aujourd'hui. Pourquoi les Camerounais sont comme ça? Au fur et à mesure qu'on fait les prêts, ça nous a prouvé. Mais les Camerounais, moi, je ne comprends pas parfois. C'est-à-dire que cette journée est passée, demain, on a oublié ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons souffert pendant 20 années. Même la crise des enseignants et tout ça, là, ça vient de cette histoire du FMI. On a diminué le salaire des Camerounais. On ne voit pas ça. C'est parce que les Camerounais ont commencé à se débrouiller autrement. Sauf que, Président, il y en a qui imputent la responsabilité de ce problème au détournement massif de fonds publics sans punition. Est-ce que vous connaissez, sur 10 Camerounais, au jour d'aujourd'hui, Oui. quel est le pourcentage des gens qui sont prompts à la corruption et au détournement? La majorité. La majorité. Du plus petit jusqu'au plus grand. Pourquoi? Parce que l'usure du pouvoir. On ne fait pas 40 ans au pouvoir. Quand on fait 40 ans au pouvoir, vous pouvez imaginer que si vous avez pris la mauvaise direction, là où vous allez arriver. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Crise multidimensionnelle. Pas de patriotes, opportunistes. On est en train de fabriquer des opportunistes. Les enfants sortent de l'université. On leur dit, si vous voulez ceci, prenez tel couloir. Mais ton père ne t'a pas envoyé à l'école pour prendre des couloirs après. C'était pour que tu réussisses dans la vie, que tu t'épanouisses et que tu aides ta famille ou tes petits frères et tes petites sœurs. Donc rentrons aux fondamentaux. Écrivons notre propre histoire. Et nous allons nous apercevoir que ce sera l'électrochoc qui va nous ramener dans la bonne direction. Parce que le carrefour où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de nous tromper de chemin. Mais pour ne pas nous tromper de chemin, il faut un consensus. Et ce consensus doit se faire autour de tous les Camerounais. Branche par branche, comme je vous dis. Les historiens vont s'asseoir. Les anthropologues vont s'asseoir. Les philosophes vont s'asseoir. Les enseignants vont s'asseoir. Ils vont penser quelque chose. D'accord. Président, on dit souvent à chaque communauté sa culture. Ouais. Dans certains pays, c'est le soulèvement qui a fait partie certains présidents sans effusion de sang. Ces présidents qui ne faisaient pas la volonté du peuple. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, une telle éventualité puisse être possible? Nous avons raté cette éventualité 1000 fois. Parce que le peuple, il est résilient. Le peuple camerounais est résilient. Ceux qui sont au pouvoir ont réussi à nous diviser en termes ethniques, etc., des considérations qui n'en valent pas la peine alors que tout le monde souffre. Donc quand vous voulez organiser un truc comme celui-là, on va vous dire que c'est parce que vous êtes de telle région, parce que vous êtes de telle obédience, parce que vous êtes... Non. Vous savez, ce qui est dangereux dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que si le peuple camerounais se soulève, je ne sais pas qui pourra les maîtriser. Parce que, comme on dit souvent, trop c'est trop. Mais la résilience du peuple camerounais est à saluer. Maintenant, il faut que ceux qui gouvernent se disent que la récréation est terminée. Ce que nous avons fait pendant 60 ans, ça va. Est-ce que le problème ne se pose pas à ce niveau? Si nous nous soulevons, qui allons nous mettre à la tête du pouvoir? Vous savez, le rôle d'un parti politique comme l'AFP, c'est de penser, c'est de réfléchir. Tout de suite, vous voyez qui allons nous mettre au pouvoir. Non, il ne s'agit pas de qui allons nous mettre au pouvoir. Il s'agit de bâtir un nouveau Cameroun. Ça veut dire que les acteurs parties prenantes pour bâtir ce nouveau Cameroun, ça sera nous tous. Donc, comme aimait le dire Adamou Damdjoya, moi, je ne veux pas des gens derrière moi. Je veux des gens avec moi. Si nous cultivons cette mentalité d'équipe... Je ne veux pas des gens derrière moi. Non, je veux des gens avec moi. Moi. Si nous cultivons cette mentalité
de travailler en équipe et tout cela, je pense que nous y arriverons. Mais si nous continuons à travailler avec le schéma que nous avons, ce qui est sûr, c'est que nous garantissons des lendemains malheureux au Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit que l'AFP, lui, se lance donc sur la promotion des leaders locaux parce que les communes et tout ça là, ça va aider quand même les populations. On n'est pas obligé d'être président de la République pour aider les populations. Chacun, à partir de sa commune, travaillant bien avec ses populations, étant en symbiose avec les populations. Et comme ça, vous avez vu, depuis que la loi donne 15% aux collectivités décentralisées, vous avez vu les gens de revendiquer ça, parce que la majorité sont du RDPC. Tous ces maires-là. Mais c'est eux qui devaient donner le bonheur à leur population. Mais ils ne sont pas capables de revendiquer. On a parlé de régions. Vous avez vu une région ici? On a pris 3 milliards de francs. On a dit débrouillez-vous, achetez des 4x4 et puis vous tournez là, vous avez vos petits salaires. Mais la région, qu'est-ce que la région bénéficie dans tout ça? Vous voyez? Donc, ça, c'est fondamental. Nous n'avons pas besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin de Mahomet. Nous n'avons pas besoin de David ou je ne sais pas qui, parce qu'eux, ils ont fait leur temps. Ils sont passés. Hein? C'est terminé, c'est le passé. Nous avons besoin d'équipes qui peuvent s'entendre pour conduire à bien le Cameroun. Nous n'avons pas de Messie à attendre. Ça, je dois vous le dire. Nous n'avons pas de Messie à attendre. Non, on ne peut plus appeler 60 ans d'indépendance avec tout ce que nous avons comme intelligence et tout. Vous voulez me parler de... Il n'y a pas de Messie. Il n'y a que des gens qui s'organisent. C'est ça. D'accord. Sortons avec cette dernière dansade de notre émission. Depuis quelques jours, sur la toile, dans le précaré français en Afrique, il y a que le président Emmanuel Macron va se déplacer pour 2 pays, notamment le Cameroun et le Bénin. Il sera au Cameroun le 25 juillet prochain. Alors, que vous inspire ces déplacements pour le Cameroun et pour le Bénin, dans ce premier temps? Mais je dois dire que depuis Sarkozy n'a jamais été au Cameroun. Après, il y a eu le président socialiste qui, lui, a passé quelques heures au Cameroun et je crois que ça ne s'est pas bien passé avec le président camerounais. Macron, lui, c'est un jeune qui a beaucoup de dynamisme et qui, ma foi, si on s'en tient à son discours, il y a une prise de conscience que demain ne sera plus comme hier. Parce que Macron... Non, c'est le président de la rupture. C'est pas sa volonté. C'est pas sa volonté. Il ne peut pas détruire la France. La France a besoin de ses précarés. Mais ces précarés ont besoin aussi de s'émanciper. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Nous n'avons pas à nous tourner le dos à la France. Non, nous avons besoin de nous émanciper. Et il faut s'émanciper. Donc je pense que si le président français arrive ici, c'est une bonne chose qu'il arrive et que malheureusement, qu'on puisse mettre sur la table les vrais problèmes des Camerounais. Il est le gérant de l'ancien ami du Cameroun. Qui la force? Oui, disons que le président Macron vit une époque qui est différente de celle de De Gaulle, qui est différente de celle de Pompidou, qui est différente de celle de Giscard. Mais Giscard lui-même reconnaissait déjà qu'ils ont beaucoup puisé dans le précaré français et qu'ils doivent en retour... Vous savez, nous, quand on était jeunes là, on allait en Allemagne sans visa. C'est le deuxième président du Cameroun qui a négocié pour qu'il n'y ait plus de visa. Qu'il faille avoir des visas pour aller en Allemagne. Mais les Camerounais entraient en Allemagne sans visa. Si vous allez en Allemagne, vous allez voir. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait? Mais peut-être parce qu'il ne voulait plus que... Peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il dit que c'était très mauvais, n'est-ce pas, d'avoir supprimé cela. Parce que quand vous allez en Allemagne, si vous voyez les Camerounais qui sont là-bas dans les usines et tout ça là, ils sont entrés comme ça. En France, ils traversaient, hein. Ils allaient en Allemagne. Et je peux vous dire qu'en termes techniques, les Allemands sont les meilleurs en Europe. Donc les Camerounais ont fait leur école là-bas. Ils peuvent faire un transfert de technologie facilement. Et pour embrayer sur la question, il y a que les Camerounais sont bien mieux médecins là-bas que les Allemands. Mais je vous dis que même l'île de France là, a plus de médecins que les médecins qui sont ici. Pourquoi?
Parce qu'ils ne veulent pas rentrer au Cameroun, parce qu'il n'y a rien au Cameroun. On a passé 60 ans à détruire. Donc c'est pour ça que je vous dis, si nous voulons penser le Cameroun de demain, nous ne devons pas le penser en termes de qui va remplacer Paul Biya. D'accord. Président Sambaka, certains analystes politiques, certains politologues voient en la venue du président Emmanuel Macron au Cameroun une sorte de mécanisme pour demander à M. Paul Biya de passer la main à une autre personne. Ça, ce sont les rêves des Camerounais qui ne sont pas outillés politiquement. Vous comprenez, hein? Parce que s'ils veulent demander la main excusez-moi, s'ils veulent demander à M. Paul Biya de passer la main, vous pensez qu'il va se déplacer pour venir ici? Vous pensez que l'ambassadeur qui est là, qui rencontre le président plus que tous les ambassadeurs, plus que tous les ministres? Non, soyons sérieux. Il ne faut pas transformer nos désirs, nos rêves en réalité. Personne ne sait, pour le moment, pourquoi il vient. Il vient en visite. Probablement, ils vont faire le tour des choses. Et si le président de la République veut lui dire certaines choses, il lui dira. S'il ne veut pas lui dire certaines choses, il va continuer au Bénin. Donc, il ne faut pas penser que nous n'avons rien fait. On croise les bras, on attend qu'un président français vienne demander au président camerounais de passer la main. Quand même, après 60 ans, après les indépendances, franchement, je crois que ces politologues-là... Parce que là, les commentaires vont montrer sur la toile, d'aucuns qui disent qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent semer le désordre au Cameroun. On a lié à ce problème comme ça. Non, le Cameroun est un pays désordonné, dans tous les sens. Rien ne marche au Cameroun, il faut le dire, et il faut le dire clairement. Si nous avons encore cette paix, c'est grâce à la résilience des Camerounais. Il faut le dire, les Camerounais n'aiment pas la guerre. Parce qu'il y a 1001 raisons de s'énerver. Mais les gens continuent à rester tranquilles. Donc il ne faut pas qu'on vienne dire que le président français est venu mettre la guerre au Cameroun. Le président français n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Non, il n'en a pas les moyens. Alors, vous n'êtes pas de ceux qui disent que c'est la France qui dicte la démarche du Cameroun ou alors de plusieurs pays africains? Il y a des gens qui refusent que le Cameroun pense par lui-même. Le Cameroun est arrivé à l'heure où il peut penser par lui-même. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Maintenant, s'il y a des gens qui se soumettent au diktat de la France, ça c'est leur problème. C'est pour cette raison que je vous ai dit, si on avait une bonne Assemblée nationale, issue de la volonté populaire, si on avait des communes qui fonctionnent, notre chef de l'État serait protégé. Mais quand le monde entier sait que cette Assemblée, c'est une chambre d'enregistrement et que tout le monde attend ce que le président de la République va dire, quand le président de la République se trouve en difficulté à l'international, comment il va faire? Il va dire qu'il va se référer à l'Assemblée nationale, on va lui dire, mais vous n'en avez pas. C'est une chambre d'enregistrement. Comment on va protéger notre chef d'État? Vous voyez donc que la démocratie a ses règles qu'il faut respecter. Si vous trichez avec la démocratie, ça vous rattrape. C'est pour ça que certains pensent qu'un président français peut venir dicter ses lois au Cameroun. Mais si le président camerounais lui dit, mais monsieur Macron. Parce que là, le cas du Tchad lui parle au Cameroun. Si le président de la République lui dit, monsieur Macron, ce que vous sollicitez ne dépend pas de moi seul. Il faut que je me réfère, n'est-ce pas, au Sénat et puis à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va lui dire, mais ils sont à vos ordres. Tout le monde sait qu'on ne change même pas une virgule. Donc, ce que vous dites, vous pouvez nous donner ça directement. Comment on protège donc notre chef d'État? C'est ça la question. Parce qu'il ne faut pas seulement voir, on se maintient au pouvoir, mais pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait de ce pouvoir? Quel est le bilan qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport au premier président, ce qu'il a laissé? Ça n'existe même plus. Vous voyez, ça ne fait que fermer. Et aujourd'hui, on est retourné au FMI et on est en train de scruter quelles sont les sociétés qu'on peut encore vendre, dont les Camerounais ne peuvent pas gérer. Les Camerounais vont demeurer des riches mendiants. Il y a un problème. C'est là-dessus qu'on doit réfléchir. Ce n'est pas de chercher un messie. Les sociétés de souveraineté qui sont entre les mains des multinationales, notamment la Kawata,
Mais quand vous prenez même la téléphonie, vous voyez que nous avons une compagnie de téléphonie qui est en déficit, pendant que les autres font des milliards, alors que c'est eux qui les alimentent. Il y a un problème, non? Il faut donc résoudre ce problème. Nous avons la Camerco. Nous avons eu un directeur de la Camerco aussi qui a fait ses preuves à l'international. On l'a chassé comme un malpropre. Il est parti relever le Sénégal. Il est parti relever le Sénégal. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Qu'on se dise que la récréation est terminée et que 60 ans après les indépendances, l'heure est au bilan. Et maintenant, à la nouvelle projection. Le bilan est mitigé. Le bilan n'est pas mitigé, il est désastreux. Rien n'a marché, rien n'a fonctionné. Quand ça n'a pas été complètement détruit, c'est bancal. Donc, subventionné à coups de milliards. Mais quel est ce pays où on pense qu'une société doit marcher qu'avec des subventions? Mais il y a des nationaux qui ont de l'argent, malgré le fait qu'ils ont de moins en moins d'argent, parce que ceux qui ont beaucoup plus d'argent, c'est les fonctionnaires. Mais quand vous allez dans un pays comme le Nigeria, vous voyez les usines qu'il y a là-bas. On vous dit, ben oui, c'est des sujets à détournement, mais ils ont placé ça, ils emploient les gens, etc., etc. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, Président Samba Ka, sans transition, nous allons embrayer avec cette dernière question. Nous allons avoir une très longue discussion. Il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, une vidéo a circulé sur la toile présentant le très honorable Kaba Yégué Dibré en train de parler. Cette vidéo qui a mis tout le monde mal à l'aise. Un président de l'Assemblée nationale qui ne parvenait pas à articuler les mots du fait de sa vieillesse. Des questions autour. Comment est-ce que vous, si vous avez regardé cette vidéo, comment est-ce que vous analysez cela? Ben, j'analyse ça comme tous les Camerounais. C'est pitoyable. Tout simplement. Il faut laisser ce monsieur se reposer. Et vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il a un bilan complètement négatif. Il a toujours laissé les vrais problèmes du Cameroun pour s'attaquer à du n'importe quoi. Donc quand on voit ça et qu'on voit qu'il le fait, il a des difficultés même pour parler aujourd'hui. Il faut rappeler que c'était le cadre du débat d'orientation budgétaire. Oui, ben, peut-être même que... D'ailleurs, c'est celui qui n'a même pas lu. Hein? Il est fatigué, ça se voit. Il est fatigué. Et les problèmes du Nozo, qu'est-ce qu'il en a fait? Il y a plein de problèmes. L'Assemblée nationale devait se saisir. Depuis quand l'Assemblée nationale n'a plus de commission d'enquête? Mais c'est sur ça qu'on juge quelqu'un. Mais quand on voit de manière ce monsieur malade, en train de traîner la langue, chanter, et presque pas audible. Et vous avez vu comment il a géré son histoire avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'est de la pure dictature. Vous voyez? Certains disent que c'est un mauvais logiciel. D'autres disent qu'il n'y a même pas de logiciel. C'est du tâtonnement. C'est à vue. Vous voyez? Alors, merci Président Samba Ka d'avoir répondu à toutes nos questions. Et nous rappelons que vous êtes le président de l'Alliance des forces progressistes, entre guillemets, AFP. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris votre temps pour avoir une idée de ce que c'est que l'AFP et de ce que pense l'AFP, et notamment son président. Oui. Je suis triste que les Camerounais ne comprennent pas qu'ils sont à côté et qu'il faut rentrer aux fondamentaux. Il faut bâtir un nouveau Cameroun. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici qu'on met un terme à cette édition de 7 minutes pour convaincre. Le président Samba Ka nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son humble demeure. Retrouvons-nous dans un prochain numéro avec un visage majeur de l'actualité sociopolitique au Cameroun. À très bientôt.